Donc on se situe dans un cadre qu'on a appelé la philosophie du sport, qu'on développe avec la Société francophone de philosophie du sport, et aussi avec Natal et nos collègues brésiliens, dont Petruccia Danobrega, qui s'excuse de ne pas être là parce qu'il est malade. Le projet sur les somaticiens, dans lequel vous avez des articles sur Hébert notamment, et sur Demeny. On se situe dans un contexte de réflexion aujourd'hui autour de ce qu'on a appelé la cosmotique, c'est-à-dire on s'intéresse à l'effet du cosmos sur le corps. Et donc le premier tome vient de paraître, Se fondre dans la nature, qui est une figure de la cosmose qu'on va développer l'an prochain avec Florian. Je ne sais pas si on peut l'annoncer encore, dans un colloque autour du slow sport. Qui va avoir lieu donc en avril 2018. Enfin, on vous fera passer cette information-là. Alors bien sûr, on est dans un contexte qu'on a appelé l'écologie corporelle. On vient de sortir, enfin il va sortir le 5 juillet, donc le numéro de la revue Corps dirigé par Olivier Sirost et puis Fabio, je ne sais plus son nom. Excuse-moi, j'ai perdu son nom, sur l'écologie corporelle et toute l'équipe italienne. Donc c'est dans ce contexte-là que je voudrais vous poser un problème qui pour moi fait problème, c'est que je m'aperçois que dans une même période, nous avons des gens qui ont des conceptions complètement radicales de la nudité. Alors c'est pas un problème, mais je veux dire, ce sont des gens qui vont se revendiquer, par exemple, de l'éducation physique, de la culture physique, de la méthode naturelle, voire une certaine utilisation de la nudité dans la photographie. Puisque je m'intéresse beaucoup à cette question de la photographie de nu. Et hier, donc, j'ai présenté, et on a eu présenté la partie sur Le Corbusier, donc je vous montrerai quelques images, et puis on a eu une altercation très sympathique d'un conservateur de musée qui m'a mis la main, et dès ce matin, j'ai eu accès à des nouvelles archives à Orsay. Donc je vais explorer ça, donc c'est vraiment un travail partiel que je vous présente. Excusez-moi. Alors, premièrement, la nudité cosmique. La nudité cosmique est définie par Le Corbusier à travers son architecture. Il ne s'agit pas d'une naturalisation de l'esthétique, mais plutôt d'une incorporation dans les rythmes et les formes naturelles. Je suis attiré, écrit Le Corbusier très tôt, par toutes les organisations naturelles. Il écrit ça en avril 1933. Cette relation harmonieuse repose sur ce qu'il appelle une beauté organique, comme des êtres dans la nature. Mais souvent dans une référence très maternelle, dans une conception selon laquelle, je le cite, « Je ne me réfère à la nature qui est notre mère, la terre-mère ». Donc c'est un peu ce qui a donné l'occasion d'interpréter Le Corbusier du côté de l'idéologie nazie, puisque bien sûr Heidegger va reprendre cette thèse de la terre-mère, mais bien évidemment ce n'est pas tout à fait dans ce sens-là. Alors ici des photos, s'il vous plaît, ne faites pas de photos, elles sont pour le moment impubliables. Ce sont des photos extraites des archives Le Corbusier qu'on va publier dans un livre que je vais négocier demain matin à 10 h aux archives. Et donc ce sont des photos du corps de Le Corbusier, ici avec donc ce qu'il a réhabilité, qui est la terrasse, puisque bien évidemment l'espace terrasse est un espace entre le ciel et la terre, un espace aéré, qui va permettre d'ensoleiller le corps. Et donc là, vous le retrouvez dans une tenue qui va être à peu près celle de toutes les photos que je vous montrais, qui prouve son intérêt pour la nature. Et ici, on le retrouve donc dans son cabanon, puisqu'il a construit un cabanon au bord de la Méditerranée. À la fin de sa vie, donc ça a pris 15 ans pour le construire, et donc il va vivre à peu près nu dans ce cabanon au bord de la mer, dans laquelle il va se noyer. Donc il y a bien toute une réflexion sur la fin de la vie, l'ascétisme, l'isolement, le refus de la superficialité, et puis aussi donc cette peinture, vous voyez la cicatrice sur son corps, cette peinture où il peint nu, les villas alentours qu'il a construites. Je n'ai pas trop le temps de revenir sur ça, je reviendrai. Donc peut-être le point commun avec Hébert, c'est que bien évidemment il cherche à vivre de manière saine, mais lui il va s'inspirer d'une méthode qu'il appelle la méthode Müller, qui vient de Peter Jörger Müller, qui est une méthode en fait très courante à ce moment-là, qui sont ces petits livres de méthode qui sont distribués à travers l'Europe,
Et je discutais avec Andreas Schwab qui m'a dit qu'il y avait des articles en Suisse et en Allemagne hier qui va m'envoyer sur ce personnage Müller, qui était très complexe aussi comme sportsman danois, qui a diffusé toutes ces méthodes-là. Et donc il diffusait une pédagogie de gymnastique, une sorte de juste milieu entre Sandhoff et Ling. Le voici donc dans le livre que j'ai réussi à photographier malgré l'interdiction de l'archiviste de la bibliothèque de Paris-Descartes, avec mon téléphone. C'est le livre donc dans lequel de Müller, dont nous avons un exemplaire à la bibliothèque. Vous voyez, et ça c'est important, c'est la même iconographie que celle de Le Corbusier, qui va se retrouver en petit slip de bain, comme ça. Excusez la mauvaise qualité des photos. Et bien évidemment, tout ça est à mettre en parallèle. Et là, nous sommes en train de mettre la main. Cet été, je vais passer 3 semaines chez les naturistes purs et durs, fin fond de l'Ardèche, qui possèdent toutes les archives de Quinet de Mongeau, de Gaston d'Urville. Donc, nous allons pouvoir comparer aussi par rapport aux premières revues de Quinet de Mongeau. Et par rapport à la nudité, mais bien évidemment Le Corbusier, Quinet de Mongeau, Gaston d'Urville, tout ça, c'est très lié du point de vue de la question de la nudité. Donc une nudité dans la nature, une nudité, une activité physique au pied des maisons, la recherche d'une gymnastique quotidienne. Deuxième type de nudité, donc, et souvent en L1, c'est un cours qui marche bien, je le signale. Un des rares cours qui marche bien, je plaisante. Je fais souvent une opposition entre Hébert et Desbonnets. Et ça marche très bien parce qu'en fait, on s'aperçoit à travers l'étude des photos, notamment du corps de Hébert et du corps de Desbonnets, qu'en fait, on est confronté à 2 mises en scène de la nudité qui sont différentes. Pour Hébert, mais non, je m'adresse à des spécialistes, donc je ne vais pas passer 3 heures à vous expliquer la nudité chez Hébert. Mais bien évidemment, ce qui m'a intéressé, c'est aussi le fait que par rapport à la gymnastique des organes développée par Desbonnets, il y a aussi une réflexion sur le corps nu, qui est une conception quand même assez globale et holistique aussi chez Hébert, avec un jeu d'articulation des muscles et fonctionnement régulier de la peau. Et puis la notion, on en parlait hier, de résistance par rapport... Merci Jacques d'être venu, à bientôt. Donc ces photos, vous les connaissez tous, on voit, moi je suis très embêté pour faire de la démarcation entre Hébert et Desbonnets. C'est-à-dire quand on voit ce style de photo et de reconstruction de la musculation, par exemple chez les fusiliers marins, dans la première période, on voit que lorsque Hébert va attaquer directement dans les textes Desbonnets, et Desbonnets va lui répondre directement en l'attaquant aussi, etc., on peut aussi peut-être s'interroger sur quelle était la conception du muscle et de la musculation, finalement, par rapport à ce qu'il fallait montrer du corps. Par exemple, dans cette photo bien connue de Collège des athlètes, on voit la statuaire, grecque, gréco-romaine peut-être, grecque en tout cas, comparé avec le personnage central. Et donc, bien évidemment, on peut s'interroger sur l'esthétique qui est mise en avant ici. Et puis le corps lui-même d'Hébert. Je veux dire, le corps lui-même d'Hébert, ça c'est une photo auquel je passe facilement une demi-heure sur le cours pour expliquer cette musculation de Hébert, comment il en arrive à sculpter le corps de cette façon-là, par quel type d'exercice. Finalement, il arrive à construire ce corps. Et bien évidemment, on ne peut pas dire que la musculation, le corps musclé n'avait pas d'importance pour lui. Dans une certaine mesure, on le retrouve dans la figure du disco ball, bien connu, où là, bien évidemment, on va s'approcher de cet idéal grec. À l'inverse, Desbonnets. Alors j'ai publié avec Gilbert Andrieux, était en possession de Gilbert Andrieux, qui est un grand historien de la force, notamment, m'avait confié des manuscrits de Desbonnets qui n'avaient jamais été publiés, donc on les a publiés chez l'Harmattan. Ils sont en fait une sorte de journal de bord de Desbonnets, et donc Desbonnets raconte sa propre histoire. Et dedans,
Il dit, voilà, en 85, je proclame la valeur de la nudité, je fais travailler en slip, le corps nu. Je conseille le travail en chambre devant un miroir, étudier le travail des muscles et constater leur élan, provoquer la recherche de la beauté plastique. Hein. Je supprime tous les appareils et je garde un miroir, deux haltères légers, un caoutchouc accroché au mur suffisent pour obtenir une bonne santé. Hein. Développer chaque groupe musculaire, etc. Et, vous voyez, ça ne donne pas du tout le même type de corps. Hein, c'est-à-dire qu'on est sur un corps, ici débonné, nu, posant sur la photographie, il y aurait tout un travail iconographique à faire justement sur l'autoportrait nu de tous ces gens. On en a une série assez impressionnante, comment ils vont mettre en scène cette nudité, qui reste donc un corps quand même extrêmement massif, qui frappe beaucoup les étudiants. Pourquoi? Parce que bien évidemment on est à l'inverse du corps d'Hébert, qui est beaucoup plus élancé, beaucoup plus fin, beaucoup plus affiné. Et ici un corps qui est musclé par l'haltère, essentiellement. Alors ici des photos, des séries de photos, nous avons des centaines de photos que m'a donné Gilbert, que je n'ai pas encore publiées, et qui sont des photos annotées apparemment de la main de Débonnet. Avec le nom des athlètes, la date, l'âge. Ici Apollon, qui était le modèle préféré de Georges Hébert, qu'on retrouvera souvent en couverture de la revue La Culture Physique. Et vous voyez, avec 42 d'avant-bras, 47 de bras. C'est-à-dire les mensurations. Donc voilà, et donc avec des mises en scène du corps dans sa nudité. Les femmes ne sont pas oubliées, bien évidemment. Il y a j'ai retrouvé sur les sites américains, notamment autour du photographe Richard, qui va photographier toute l'œuvre de Débonnet. Les Américains ont acheté toutes ces archives-là, vous les trouverez en ligne. Si vous le tapez, vous avez donc ce type de photo qui est tout à fait intéressant, puisque malgré tout, on voit que ces femmes sont aussi extrêmement musclées, tout en gardant une certaine générosité, on va dire, de la forme, puisque par exemple, si on voit la photo de la femme du bas, on voit que la partie haute du corps est extrêmement musclée, alors que la partie basse, bien évidemment, reste attachée à une certaine description classique, on va dire, de la beauté. Et enfin, troisième, ça va, j'ai encore 5 minutes. Ouais. Troisième point, ce que j'ai appelé la nudité expérimentale, pour faire la différence par rapport aux autres nudités, c'est-à-dire qu'est-ce que ça serait la nudité expérimentale? C'est le fait qu'on va dépouiller le corps, on va le mettre à nu, en développant le fonctionnement interne et externe. Pourquoi? Parce qu'on est dans un modèle physiologique, et donc on va s'intéresser essentiellement à la respiration du corps. Point central, Jacques est parti. Mais point central des textes de Demény et de Marais à ce moment-là, et que donc la capacité respiratoire et la capacité musculaire liée avec la force va être extrêmement importante. Et puis surtout parce qu'on a inventé un lieu expérimental, qui est le Parc des Princes, qui n'est pas le PSG, je rassure. Mais le Parc des Princes se trouvait près de Roland-Garros, mais a été rasé avec l'extension de Roland-Garros. Mais c'était, je crois que voilà, j'ai une petite photo, tout le monde se rappelle, de cet anneau, qui est un anneau expérimental sur lequel on va faire courir des gens, on va les faire passer devant ce mur noir. On va les faire passer devant ce mur noir pour dégager la photographie. Et donc ces hommes vont être nus, ces femmes vont être nues, faisant des exercices. Vous voyez ici un peu plus long. Et donc on crée cet anneau avec un certain nombre d'apparillages qui vont permettre de faire différentes photos. Alors dans les archives de Mény, j'ai découvert un conflit très important. Enfin, j'ai découvert, excuse-moi, je manque de modestie. J'ai lu un conflit, je ne sais pas si j'ai découvert, je pense que les historiens ont dû le découvrir bien avant moi. J'ai découvert au sens, j'en étais étonné, parce que je pensais qu'il n'y avait jamais eu de problème entre Marais et Demény. Et en fait, il y avait des énormes problèmes au point que Marais a licencié Demény. C'est-à-dire que ça s'est passé très très mal.
il se dispute l'originalité, bien évidemment, et la chronologie des appareils et de la chronophotographie qu'ils vont mettre en place. Le statut de Demény est extrêmement provisoire par rapport à celui de Maret. Demény, si j'ai bien compris, est quasiment un employé municipal de Paris. Alors que bien évidemment Maret va avoir les honneurs en devenant professeur, etc., etc. Et donc bien évidemment dans ces extraits de textes très sévères que j'ai trouvé dans un recueil de textes très intéressant qui s'appelle Les origines du cinématographe, un livre que j'ai lu à l'INSEP, eh bien on voit qu'il y avait une sorte de conflit très fort, y compris financier, entre les deux. Alors ce conflit porte sur les machines qui vont permettre d'enregistrer cette nudité expérimentale, c'est-à-dire sur l'idée de savoir qui est-ce qui a inventé le premier le cinématographe, c'est-à-dire finalement Demény revendiquant à travers des brevets le principe de mécanisme ayant permis à la fois d'enregistrer et de projeter l'image. Alors ici vous avez Demény lui-même, alors ça ce sont des archives que je n'ai pas eu le droit de consulter directement mais que j'ai pu consulter via le serveur avec un code spécial pour rentrer dans la donnée archive Demény. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce sont en fait soit des films chronophotographiques, et ici un portrait de Demény, et ici Demény portant l'équipement à la réalisation de la chronophotographie. Donc tous ces documents, vous pouvez, bien comme moi, les consulter en vous rendant sur le serveur de l'INSEP, en rentrant dans la collection Demény avec, il suffit de demander les codes. Alors ce qui est intéressant, c'est que là vous voyez la différence avec Hébert, avec le Corbusier, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans le même type de nudité, c'est qu'on a bien des hommes qui sont nus, mais on a des hommes qui sont dans une nudité expérimentale, c'est-à-dire qu'on va soit ausculter, c'est-à-dire processus classique de mesure, soit qu'on va disposer à travers des appareils négatifs de plaques de verre pour faire de la photographie. Et donc c'est pour ça que moi je ferai une différence entre les photos connues de mise en scène, c'est-à-dire ce type de photos, qui sont des photos dont nous avons, d'ailleurs, vous avez vu, orné notre bâtiment principal, le nouveau bâtiment, nous avons repris cette iconographie, qui sont finalement, voilà, cette nudité expérimentale où on fait, vous voyez là on est bien au Parc des Princes, on fait courir la personne contre le mur noir, finalement pour pouvoir faire saillir la nudité du coureur. Je ferai bien la différence avec, vous voyez, ces positions statiques qui ont été faites à l'école de Joinville, dans lequel Demény fait poser finalement des gens dans des poses statiques. Donc je pense qu'il y aurait, si jamais il y a une publication un jour, faire une différence entre la nudité statique expérimentale et la nudité en mouvement expérimental. Je crois que là c'est une différence entre Maret et Demény. C'est que Maret, lui, était beaucoup plus intéressant comme une bridge, avec la nudité en mouvement, alors que Demény était assez fasciné par la question de la pose, par la question de tenir le corps dans une pose. Bon voilà, Muybridge, ces photos sont connues, je veux dire, Muybridge va bien évidemment développer cette série de photos de nus dans le mouvement pour saisir justement la nudité en mouvement, qu'on pourrait appeler une nudité motrice. Alors c'est ça la question, peut-être que Maret a plus voulu étudier une nudité motrice alors que Demény était plus intéressé par les facteurs physiologiques. Il a beaucoup réfléchi sur les aspects internes du corps. C'est un peu la même opposition, à mon avis, entre Hébert et Desbonnets. Il ne faut jamais oublier que Desbonnets a développé beaucoup de textes sur la gymnastique des organes et qui s'intéresse à une nudité intérieure, à un renouvellement, alors que, bien évidemment, Hébert parle beaucoup de la confrontation de la nudité avec l'environnement, l'air,
la résistance, la confrontation avec les éléments, etc. Donc tout ça demanderait à être affiné dans un texte.